Tu es sûr que tu ne veux pas prendre un petit déjeuner? J'ai pas le temps. Eva a 32 ans et habite Francfort. Il y a un an, elle a senti une grosseur dans l'un de ses seins. Les soupçons ont vite été confirmés. Il s'agissait d'une tumeur maligne. J'ai d'abord été amputée du sein. Ensuite, j'ai subi 6 séances de chimiothérapie, 6 semaines de radiothérapie et 18 injections d'anticorps. Maintenant, j'espère que j'en ai fini pour toujours et que j'aurai jamais à recommencer tout ça. Vous avez bien supporté la perfusion? Très bien jusqu'ici. J'ai été voir ma gynécologue cette semaine pour une échographie des seins et tout va bien. Mais il y a encore des lésions, apparemment bénignes. Vous avez des kystes dans le sein droit, c'est bien ça? Il ne faut pas le prendre à la légère. La tumeur était à gauche. Où exactement? Sur le dessus. Sur le dessus, d'accord. Il faut que vous fassiez attention au déodorant que vous utilisez. Vous devez regarder les ingrédients qui le composent et surtout vérifier qu'il n'y a pas d'aluminium. De l'aluminium. Exactement. Si c'est le cas, il faut le jeter et acheter une autre marque. Vous avez déjà eu une tumeur et à présent, vous avez des kystes dans l'autre sein. Je ne veux pas prendre de risques. Très bien. L'aluminium. Il y a encore un siècle, ce mot était pratiquement inconnu. Aujourd'hui, ce métal léger est sur le point de détrôner le fer. Pour les emballages, c'est le cas depuis longtemps. Désormais, l'aluminium remplace aussi le fer dans la construction des immeubles. Nous vivons à l'ère de l'aluminium, et Werner Jaeger est l'un de ses prophètes. Il dirige le département de recherche et développement de la division système de construction du plus grand groupe européen d'aluminium, Norsk Hydro. L'aluminium a des avantages fondamentaux. Et pour moi, dont c'est l'outil de travail, ce sont autant de sujets d'enthousiasme. Je pense par exemple à sa malléabilité, la possibilité de le travailler à volonté. Je peux concrétiser tous les projets architecturaux. Pour chaque bâtiment, je peux créer un design unique qui correspondra exactement à ses besoins spécifiques. Attention, et chose, c'est parti. L'aluminium est bien plus qu'un matériau de construction. Il entre dans la composition de nombreux produits, par exemple le dentifrice. L'aluminium offre la même résistance que le fer pour seulement un tiers de son poids. Il est malléable à volonté, il ne rouille pas et c'est un remarquable conducteur électrique et thermique. Les qualités idéales pour un métal d'aujourd'hui. L'aluminium est un matériau de premier choix pour l'emballage, que ce soit pour les boissons ou la nourriture. Il ne laisse pas de goût et il est complètement opaque. C'est la petite touche de luxe qui scintille dans notre quotidien.
Christopher Exley se rend au travail. Ce toxicologue dirige l'Institut de biochimie minérale de l'Université de Kiel en Grande-Bretagne. Depuis 30 ans, un unique sujet l'occupe, l'aluminium. J'habite à environ 12 km de l'université. Je me rends à vélo de la maison à Kiel depuis 19 ans. Je fais un beau parcours. J'ai fait plus de 2 fois le tour de la Terre à vélo pour venir faire mes recherches sur l'aluminium. Au début des années 1980, un fléau environnemental occupe le devant de la scène, les pluies acides. Christopher Exley examine à l'époque leurs effets sur les poissons. C'est à cause des pluies acides que je me suis intéressé à l'aluminium et à sa toxicité. Au début des années 80, on savait que les pluies acides tuaient les poissons, les arbres et les forêts. On soupçonnait l'aluminium d'être une cause possible de ces effets nocifs. Alors j'ai étudié sa toxicité sur le saumon. En temps normal, l'eau ne contient pas d'aluminium. Christopher Exley a découvert que l'acidité de l'eau de pluie libérait d'infimes doses d'aluminium dans la terre. Des doses pourtant suffisantes pour tuer les poissons. Il s'est avéré que les ions aluminium contaminaient les cellules des branchies et perturbaient leur fonction vitale. Les poissons étouffaient. Observer les effets de l'aluminium sur un petit saumon, c'est quelque chose de terrible. Ça se voit qu'il souffre. J'ai arrêté de travailler sur les saumons et sur les animaux en général au bout de quelques années parce que ça m'était insupportable. Ce n'est pas que ça me surprenait, mais c'était trop dur. Ce sont ces observations qui m'ont conduit à étudier l'aluminium en lui-même et pas simplement son impact sur les poissons. Je voulais comprendre ses effets sur tous les êtres vivants et en premier lieu, bien sûr, les êtres humains. Eva se rend chez une patiente qui vient d'accoucher. Après son cancer du sein, elle a repris à temps plein son travail de sage-femme. Ça a été cette nuit? Pas trop mal. Elle se réveille combien de fois dans la nuit à peu près? Ça dépend. Elle est plus ou moins agitée. J'ai exercé comme sage-femme de garde pendant 7 ans. Je faisais au minimum 10 heures par jour, et parfois jusqu'à 20 heures d'affilée. Les naissances arrivent plus fréquemment la nuit. Alors je continuais jusqu'au matin suivant, et puis j'enchaînais avec les visites. Avec ce rythme de vie, je transpirais beaucoup, et j'avais toujours un déodorant sous la main. J'en avais un dans mon sac de sport, un dans ma sacoche de travail, dans mon sac à main, à la maison, chez mon ami, un autre pour changer de temps en temps, et puis dans la voiture aussi, en cas de besoin. Philippa Darby est oncologue et travaille sur les causes du cancer du sein. Elle a voulu comprendre pourquoi un nombre anormalement élevé de tumeurs se développe au niveau des aisselles. Les études faites dans les années 30 et 40 montraient que 30% des cancers survenaient dans cette région du sein. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 60%. La raison avancée est qu'il y a davantage de tissus dans cette zone, mais ça ne tient plus. Il y a une autre explication possible. Il s'agit de la zone où on applique des substances chimiques. Philippa Darby a d'abord pensé que les parabènes, des conservateurs contenus dans de nombreux cosmétiques, pouvaient avoir ces effets toxiques.
Puis je me suis aperçue que ces cosmétiques contenaient de l'aluminium utilisé comme antitranspirant et qu'il y était présent en assez grande quantité. Cette exposition posait problème et j'ai voulu savoir si l'aluminium pouvait pénétrer dans le sein. La chercheuse a alors entrepris une étude comparative entre des femmes atteintes d'un cancer du sein et des patientes saines. À l'aide d'une pompe, on peut tirer du mamelon d'une femme qui n'est pas enceinte une petite quantité de liquide, le liquide d'aspiration mamelonnaire. On peut ensuite comparer les échantillons prélevés sur des femmes atteintes d'un cancer du sein et des femmes sans cancer du sein. Et nous avons trouvé de plus hauts niveaux d'aluminium dans les ponctions effectuées sur les patientes souffrant d'un cancer du sein. C'est à Londres, sur le prestigieux Haymarket, que se trouvent les bureaux de l'Institut international de l'aluminium, un organisme de lobbying de la filière. Nous y rencontrons le toxicologue Nicolas Priest, qui a été chargé par les industriels du secteur d'enquêter sur l'innocuité de l'aluminium. S'il existait une preuve suffisante de toxicité, je serais le premier à dire « n'en utilisez pas ». Mais je n'ai trouvé aucune preuve. On n'a pas établi de lien systématique montrant la toxicité de l'aluminium au niveau auquel les gens sont exposés. On ne met pas d'énormes quantités d'aluminium sous les aisselles. Non, ce sont des quantités minimes qui se dégradent et s'en vont sur les vêtements pour la plupart. La quantité qui est véritablement absorbée par le corps est une fraction de 1%. Philippa Darbry a étudié les effets de doses minimes d'aluminium sur les cellules mammaires féminines. Cette étude s'est poursuivie sur 1 an afin d'observer l'éventuelle évolution des cellules vivantes en présence d'aluminium. Les cellules épithéliales prélevées sur un sein normal vont former des colonies dans la culture en suspension. En présence d'aluminium, elles vont effectivement former ce qu'on peut appeler des petites tumeurs. En l'absence d'aluminium, elles n'en font pas, puisque ce sont des cellules normales. Ce qui veut dire que l'aluminium semble pouvoir transformer une cellule normale en cellule cancéreuse. Philippa Darbry a mis en évidence un autre effet. En présence d'aluminium, les cellules cancéreuses migrent et forment des métastases. Nous avons également trouvé que l'aluminium est capable d'agir sur le comportement des cellules cancéreuses et même sur la manière dont elles se déplacent. Si ce résultat est prouvé et corroboré par d'autres laboratoires, c'est très grave. Car bien sûr, on ne meurt pas d'avoir une grosseur dans le sein. On meurt parce que les cellules migrent dans d'autres parties du corps. J'ai toujours considéré la chimiothérapie comme mon allié. Je savais que c'était du poison et que je mettais mon corps à rude épreuve. Mais je me suis constamment répété, allez, il faut le faire, tu vas y arriver. Le plus dur, ça a été quand on a suspecté des métastases au foie. Se dire qu'on va mourir, c'est... La plus grande partie ne passe pas à travers la peau. Évidemment, si vous vous rasez les aisselles et que votre peau est irritée, vous risquez de faire pénétrer davantage d'aluminium. Mais là encore, la quantité qui peut passer dans le corps est infime par rapport au niveau qu'on pense être toxique. Plus des 2/3 des déodorants du marché contiennent des composés d'aluminium comme principe actif. Le métal agit sur les cellules de la peau en bouchant les conduits, ce qui bloque la transpiration. L'aluminium est le métal le plus abondant dans l'écorce terrestre. Il y en a 2 fois plus que du fer.
Mais sur Terre, il n'existe pas à l'état pur. Il est combiné à d'autres éléments et l'eau ne peut l'en séparer. Il est ainsi piégé depuis des milliards d'années dans les argiles, le gneiss ou le granit. Notre planète est principalement constituée d'aluminium, de silicone et d'oxygène. La croûte terrestre, cette couche qui entoure la totalité de la Terre, c'est de l'aluminium, du silicone et de l'oxygène. Et donc l'aluminium est omniprésent, il y en a partout. Voici une carrière de schiste. Ce sont les ions aluminium qui solidarisent les éléments de la roche. Il est extrêmement difficile d'en extraire le métal pur. La bauxite est le seul minerai qui contienne une concentration suffisante d'aluminium pour que son extraction soit rentable. Werner Jaeger est en route pour Porto Trombetas, au Brésil. Sa société est partie prenante dans l'exploitation de l'une des plus grandes mines de bauxite du monde. Norsk Hydro est l'un des rares groupes au monde présents sur toute la chaîne de valeur de l'aluminium. De l'extraction de la bauxite à la fonte de l'aluminium, c'est-à-dire l'électrolyse, jusqu'à la plaque de métal fini. L'avantage de la bauxite de la forêt tropicale humide, c'est qu'elle est d'excellente qualité. Les meilleurs gisements de bauxite se trouvent sous les tropiques, en Afrique de l'Ouest, en Australie, en Inde, en Jamaïque et dans le nord du Brésil. C'est au milieu de la forêt vierge, à des centaines de kilomètres de la ville la plus proche, que s'est ouverte une enclave minière où travaillent 6000 ouvriers. Personne ne peut quitter l'aéroport sans autorisation de la compagnie. Sous les tropiques, l'exploitation des mines de bauxite est très facile. En Europe, le minerai est enfoui très profondément dans le sol. Ici, il n'est qu'à quelques mètres sous la surface. Il suffit de défricher de grandes étendues de forêt tropicale et d'enlever la couche d'humus. Werner Jaeger commence sa tournée d'inspection au cœur de la mine. Bonjour Manuel, content de vous voir. Comment ça va? C'est une grande surface d'extraction. Il faut combien de temps pour la dégager? Ce bassin-là sera vidé en 2 fois 24 heures, en 48 heures. La bauxite se trouve à 6 mètres sous la surface de la forêt. Elle s'est formée à partir de l'érosion de roches riches en aluminium. La zone d'extraction s'étend très rapidement, surtout depuis qu'on pratique les 3-8. Autrefois, les ouvriers logeaient près des mines. Aujourd'hui, il faut près d'1 heure de voiture pour arriver à la zone d'extraction. Porto Trombetas est l'une des mines de bauxite les plus rentables au monde. Les multinationales auxquelles elle appartient veulent la rentabiliser au maximum. Selon les estimations de départ, le gisement devrait assurer un approvisionnement pendant 100 ans. Au rythme où ça va, on prévoit désormais de l'épuiser en 30 ans. Pour ce faire, on abat chaque année l'équivalent de 250 terrains de football de forêt primaire, très riches en biodiversité. La bauxite de la forêt humide contient plus de 50% d'oxyde d'aluminium
la matière première de l'aluminium. De plus, elle contient très peu de silicate, moins de 5%. Et ce qui donne tant de valeur à ce gisement de la forêt tropicale, c'est que la bauxite y est d'excellente qualité. Cette pépinière privée de Porto Trombetas abrite les futurs géants de la forêt. Les exploitants des mines de bauxite ont désormais l'obligation de mettre sur pied des programmes de reboisement. La forêt humide d'origine abrite plus de 400 espèces différentes d'arbres et d'arbustes. Ici, on fait pousser environ 120 essences pour reconstituer aussi fidèlement que possible la forêt humide tropicale. Malgré ces efforts, la biodiversité originelle de ces lieux est perdue à jamais. Ce coin de végétation, reboisé en 1984, ressemble plutôt à une forêt traditionnelle. Ici, on filtre les composants de la bauxite qui contiennent très peu d'aluminium. Cette étape nécessite énormément d'eau. L'eau qui sort du réservoir est dirigée à travers des tuyaux jusqu'à d'énormes machines à laver, où l'argile et d'autres composants de la bauxite, pauvres en aluminium, sont éliminés. Ensuite, la boue est de nouveau pompée vers le bassin. Ici, aucune vie n'est possible. Au bout d'un temps, le lac s'asséchera avant d'être abandonné. Un cargo rempli de bauxite quitte presque tous les jours le port de Porto Trombetas. Il contient 70 000 tonnes de minerais, de quoi charger plus de 3000 poids lourds. Le navire parcourt les 900 km qui séparent la mine de la côte atlantique. De tous les éléments de la table périodique, l'aluminium est l'un de ceux qui offrent le plus d'applications. Il bouche les pores de la peau, favorise la formation d'émulsions et fluidifie à volonté crèmes et lotions. Les capsules d'aluminium conservent l'arôme du café. Les feuilles d'aluminium ferment hermétiquement les yaourts, consolident les emballages de lait et de médicaments et empêchent la lumière de passer. Dans les comprimés contre les brûlures d'estomac, les ions d'aluminium agissent sur l'acidité de l'estomac et permettent de retrouver un pH neutre. Cet élément protéiforme et polyvalent n'a pas son pareil. L'aluminium est vraiment le métal de notre temps. À l'université de Vienne, une équipe de scientifiques travaille sur l'apparition des allergies. Pour tester les différents traitements et thérapies, il faut simuler les maladies. On sait depuis longtemps que lors des expérimentations sur les animaux, l'aluminium peut déclencher toutes sortes d'allergies. Allergies alimentaires, rhume des foins, eczéma atopique, asthme. L'aluminium est communément utilisé en expérimentation pour la production d'allergies. Nous l'exploitons sous forme d'hydroxyde d'aluminium. C'est une substance qui reproduit en quelque sorte les allergies lors des expériences sur les animaux. Les chercheuses ont d'abord rendu les souris de laboratoire allergiques aux pommes ou aux noix, en mélangeant de l'hydroxyde d'aluminium à ces aliments. Cette substance active est également présente dans des médicaments largement utilisés contre les brûlures d'estomac. Les scientifiques ont ainsi découvert qu'une certaine quantité d'aluminium suffit à provoquer des allergies. Manifestement, l'aluminium permettrait au système immunitaire de neutraliser les effets d'une substance qu'on aurait administrée en même temps à l'organisme.
Jusqu'ici, nous avons choisi les principaux allergènes alimentaires et nous avons montré que des allergies alimentaires peuvent surgir en présence d'aluminium utilisé comme excipient. En fait, on pourrait introduire des excipients dans tous les produits alimentaires et induire ainsi des allergies plus ou moins intenses à toutes sortes d'aliments. En général, mon nez coule et des fois, ça me pique la langue. Est-ce que c'est juste un petit picotement qui disparaît comme ça? En fait, j'ai les lèvres qui gonflent et ma gorge enfle un peu aussi. Le nombre de cas d'allergie a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années, surtout chez les enfants. Des études montrent que le risque d'allergie est 2 fois plus important lorsque les mères ont pris des médicaments contenant de l'aluminium pendant leur grossesse. Tout s'est bien passé pendant la grossesse de votre femme? Oui, elle avait des brûlures d'estomac de temps en temps, alors elle prenait des médicaments pour se soulager. Mais sinon, tout s'est très bien passé. D'accord. C'est un sujet très délicat parce que pendant la grossesse, la pression sur le diaphragme provoque des brûlures d'estomac. Aujourd'hui, on donne aux femmes enceintes des médicaments puissants qu'elles prennent sur de longues périodes. Ils n'agissent pas seulement sur leur système immunitaire, mais aussi sur celui de leur enfant, qui risque alors de développer des allergies. On peut même se procurer certains de ces médicaments en pharmacie sans ordonnance. Herwig Holzer a dirigé pendant des années le service de néphrologie de la faculté de médecine de Graz. Il se souvient d'un phénomène inquiétant observé dans les stations de dialyse du monde entier. C'était dans les années 70. On a observé des cas très lourds d'affections neurologiques anormales, des signes de défaillance très graves, des perturbations de la parole, du mouvement. Et bizarrement, on a vu apparaître, surtout chez des jeunes, des cas cliniques ressemblant à des AVC ou à des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Il a fallu procéder à des recherches très poussées pour identifier le coupable. Il s'agissait de nouveaux médicaments composés de substances semblables à celles des comprimés contre les brûlures d'estomac. Quand nous avons compris d'où venait le problème, nous avons immédiatement supprimé l'hydroxyde d'aluminium. Mais il n'y a eu aucune amélioration des déficits neurologiques. L'aluminium avait déjà atteint le cerveau et ses effets toxiques s'étaient propagés dans les cellules, si bien qu'on n'a pu observer aucune rémission. Günther Parol est libraire. Ces dernières années, il a été victime d'absences inexplicables. Graziella, sa femme, a d'abord cru à du surmenage ou une forme de dépression. Mais au bout de quelque temps, il a dû arrêter de travailler. Non, pas cela. Ce sont les bouts qu'on a coupés. Ah oui, pardon. On va les enlever. Ça a commencé un jour en voiture. Non, en vélo. C'est ça, j'étais à vélo. Je ne me suis pas retrouvé dans la bonne rue et je me suis rendu compte que je n'avais pas pris la bonne direction. Je m'étais trompé. Et une autre fois en voiture, je suis monté sur le trottoir. Ce n'était pas normal. Pour en avoir le cœur net, son neurologue a soumis Günther Parol au test de l'horloge, le test standard pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer.